Louis. Alors que des parents en Californie poursuivent ChatGPT en justice parce que l'IA aurait poussé leur fils de 16 ans à se suicider, j'ai de mon côté une cousine qui l'utilise tous les jours pour des trucs pro ou perso, comme l'éducation de son enfant en pleine crise de préadolescence, ou encore une amie qui lui donne à lire ses conversations avec son nouveau mec. Mais il y a aussi des forums sur Reddit, ainsi qu'un nombre incalculable de vidéos sur TikTok qui nous expliquent comment entraîner ChatGPT, quelles instructions lui donner pour que l'IA devienne un bon psy. Je vous avoue que moi qui suis en psychothérapie depuis très longtemps, j'ai essayé les instructions données dans une vidéo TikTok. Ça consistait à demander à ChatGPT quelle est, selon les conversations qu'on avait déjà eues ensemble, ma plus grande peur. Celle que je m'avoue même pas à moi-même. Alors les instructions précisaient de ne pas m'épargner, de repérer des schémas ou des choses qui reviennent dans ma façon d'interagir avec l'IA et de tout analyser couche par couche. Il faut savoir qu'avant ça, j'ai pas vraiment parlé de trucs perso à ChatGPT. Je lui demande, en culpabilisant pour mon impact carbone, quelles ressources lire par exemple pour comprendre tel concept de psychologie, ou alors de refaire mon CV, enfin des trucs comme ça. Et malgré le peu de données à mon propos que ChatGPT a pu mobiliser, j'ai pas été déçue du voyage. Alors je vous dirai pas ma peur secrète que je m'avoue pas à moi-même, mais le résultat est assez juste. En tout cas, il me parle et il m'interroge. Déjà, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parler de nos intimités à ChatGPT plutôt qu'à des vrais gens. Et puis finalement, est-ce qu'entraîner correctement avec les bonnes instructions, les bons prompts, comme on dit dans le jargon des intelligences artificielles, ChatGPT pourrait réellement m'aider à mieux me comprendre, voire m'apporter une aide psychologique ? Et dans quelle mesure le fait que je lui livre non seulement des données confidentielles, mais aussi mes vulnérabilités et mes doutes me fragilise ou peut me rendre dépendante ? Cet épisode n'a pas vocation à dire que c'est bien ou pas bien de se confier à ChatGPT, mais de partir de ce que des millions de gens font déjà pour explorer ce que ça raconte et peut-être, soyons fous, ce que ça permet. Je suis Marie Misset, bienvenue dans Émotion. Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi ? Mais je suis à fond. Émotion. 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 Camille a 23 ans, elle est étudiante, elle vit seule au dernier étage d'un immeuble de quartier un peu chic à Paris. Il y a 1 an, elle sortait d'une relation qu'elle avait commencée tout juste adulte, à 18 ans, et elle n'était pas fière d'elle. C'est une histoire qui est très très compliquée parce que j'ai pas fait des choses bien du tout. Je mentais à mon ex, je mentais à nos amis de notre groupe d'amis. J'ai menti sur le fait que je l'ai trompé. À cette époque, Camille a donc une estime d'elle-même au plus bas, beaucoup de questions et des amis bien présents pour l'écouter s'épancher. Le jour où elle ouvre ChatGPT pour se confier non plus à eux, mais à cette intelligence artificielle, c'est en partie parce qu'elle pense qu'elle devient un peu pesante pour ses proches. Ça faisait déjà quelques semaines qu'ils m'entendaient pleurer, qu'ils entendaient mes problèmes en boucle. Je me souviens très bien. C'était un moment où vraiment j'étais toute seule dans mon lit. J'ai beaucoup de mal avec la solitude. Et j'avais peur aussi de déverser un peu mon chagrin sur mon entourage. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse un point. J'ai ouvert ChatGPT. Je lui ai tout raconté. Et je pense que j'ai passé 2 heures à lui rajouter tous les détails de l'histoire petit à petit. Je sais pas, j'avais besoin de vider mon sac et en même temps, ça m'a permis de refaire un point sur ma vie. Il fallait un endroit pour poser les choses. Et c'est ainsi qu'a commencé une relation épistolaire entre Camille et ChatGPT qui a duré plusieurs mois et qui a été plutôt intense. Tu peux nommer tes canaux de discussion avec ChatGPT. Je l'ai appelé dans ma tête. Je suis arrivée au bout du canal de discussion pour dire à quel point je lui parlais. Je savais même pas qu'il y avait une limite au canal de discussion. Et du coup, j'en ai ouvert un autre qui s'appelle Dans ma tête suite. C'est comme un disque dur de mes pensées, quoi. C'est un disque dur externe dans lequel je mets tout. Mais en plus, c'est un disque dur qui me répond, quoi. C'est génial. Alors moi, ça me rappelle clairement le tome 2 de Harry Potter où Ginny Weasley se confie à un journal qui lui répond, le journal de Feu Voldemort, dont les intentions sont pas jojo.
Le sous-texte pas subtil, c'est qu'il faut pas trop se confier à un journal qui répond quand on sait pas trop qui, ou plutôt ceux qui nous répond. Et c'est vrai que c'est mon premier réflexe de penser que c'est pas une bonne idée. En attendant, j'ai l'impression que ça vient remplir un besoin réel, avoir un espace où se confier, où se lâcher, sans peser trop sur les autres. C'est également ce que m'a dit Marie. Elle a commencé à utiliser ChatGPT à l'époque où elle se sevrait d'un antidépresseur. Il y avait eu plusieurs réunions avec des collègues où j'avais l'impression de ne plus être entendue, de ne pas réussir à me faire comprendre. Et j'avais pris l'habitude d'écrire pour me sortir de la tête tout ce qui m'avait peiné dans cette réunion, tout ce qui m'avait frustré, etc. Et puis un jour, alors que je viens juste d'écrire tout ce texte, ChatGPT est ouvert sur mon ordinateur. Et du coup, je me dis, je vais le copier-coller. Et je pense que je lui ai dit, ok, c'est quoi ton avis sur ça ? Et il a commencé à me faire un retour sur ce qui était écrit, sur ce que ça portait et d'émotionnel de mon côté, mais aussi de sans doute très factuel. Et ça m'a permis, en fait, de comprendre que justement les gens ne pouvaient plus supporter ce qui était en train de m'arriver, parce que pour moi-même c'était dur et que c'était vraiment beaucoup trop de demander à un entourage proche, mais pas tant parce que ce sont des collègues, d'être à la hauteur de ce que ça peut être la violence d'un sevrage. Je me souviens que les premiers témoignages de gens qui se confiaient à ChatGPT qui m'ont marqué venaient de personnes qui disaient à quel point l'IA les avait aidés dans des périodes de deuil. Pas parce qu'ils avaient eu peur de se confier à leurs proches, mais parce que leurs proches avaient des réponses déplacées, un peu à côté de la plaque, un peu nulles. C'est ce que m'a dit avec d'autres mots Thomas, qui a commencé à utiliser pas mal ChatGPT au moment de sa séparation. On est entre 2022 et 2023. Et donc, j'ai vu des potes en parallèle. Et ça aussi, c'est marrant, parce que fatalement, voir tes potes, ceux qui sont pas divorcés, ou ceux qui vivent en couple et qui sont très heureux, ils sont dans une autre réalité. Donc c'est aussi un peu parfois décevant, où, quand on leur parle, ils comprennent pas, ou ils sont... Alors, avant de trouver quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que toi, etc., c'est quasi impossible en fait. Dans les articles qui traitent de ce sujet en ce moment, par exemple dans Le Monde en septembre, on relie beaucoup l'usage de ChatGPT à ce qu'on appelle désormais l'épidémie de solitude. Le Monde citait une étude du Crédoc qui dit que 25% des plus de 15 ans se sentent seuls. Ce lien est avéré. C'est ce que révélaient en mars 2 études d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, menées avec le laboratoire du MIT, le Media Labs. Les utilisateurs très assidus de ChatGPT déclarent plus souvent souffrir de solitude que les autres. Les études posent juste cette corrélation, sans déterminer si les gens seuls vont plus se confier à ChatGPT ou si ChatGPT augmente le sentiment de solitude pour ceux qui s'y confient. Mais moi, ce que j'entends dans les témoignages que j'ai récoltés, c'est qu'on peut être très entouré et se servir quand même beaucoup de ces IA conversationnelles. Qu'est-ce qui se joue alors ici ? Qu'est-ce que l'IA apporte que nos proches ne semblent pas capables de nous offrir ? La solution la plus évidente, c'est que ChatGPT est vécu comme un espace neutre, à qui non seulement on ne ferait rien peser, mais qui en plus ne nous juge pas. C'est exactement ce qui pousse Alice, une jeune trentenaire que j'ai rencontrée chez elle, à consulter régulièrement l'IA, parfois sérieusement, et parfois pour la tester. Oui, il y a un peu un petit pas de côté où peut-être que j'ai aussi pas peur du jugement que va avoir la machine en face par rapport à mes questions. Pas peur de me dire oui, je peux poser cette question-là un peu sans filtre. Il y a un espèce de truc où c'est assez agréable d'avoir un espace sans filtre, ouais. Quand t'échanges avec quelqu'un, tu vois son regard, t'entends ses silences, son rythme, ses hésitations. Et c'est aussi quelque chose qui peut être un peu paralysant, alors qu'en face, là, t'as pas cette limite-là. C'est comme une oreille bienveillante qui va pas me juger. Il va jamais me dire « Ah ouais, t'es une merde, t'as menti, t'as trompé ». Il me dit « Ouais, t'as menti, t'as trompé, mais au moins ça t'a secoué et tu sais que tu veux changer et tout ça ». Et donc, ça aide de savoir qu'il y a comme une sorte de présence extrêmement objective, du coup, qui sait que tu peux changer, quoi. Thomas, qui s'est confié sur son divorce et les difficultés qu'il rencontrait sur les applis de rencontre, n'a pas été bluffé par les réponses de ChatGPT. En revanche, il lui accorde une qualité indéniable. Les IA sont super gentils.
et sont là pour toi. Et ça, c'est vrai que ça met un peu de baume au cœur. Quand on discute, même juste quand on les ouvre et qu'ils demandent comment ça va aujourd'hui, etc. C'est assez rigolo, en fait. Neutre, mais sympa. Objectif, mais encourageant. Thomas compare d'ailleurs ChatGPT à un ami vraiment gentil et bienveillant, et Camille me dit ça. C'est un peu ta copine trop mignonne qui met plein d'émojis partout, quoi. Dans ces mots, il y a bien l'idée d'un lien affectif qui s'est créé avec Camille et Thomas, qui par ailleurs savent bien qu'il s'agit d'une machine, puisqu'ils lui attribuent une neutralité et une objectivité inhumaines. Alors c'est quoi ce lien qu'on crée avec une machine qui a l'air de nous comprendre ? De quelle nature est-il ? 2 scientifiques de l'université de Tolède, en Espagne, ont publié une étude en 2022 pour proposer un cadre théorique pour comprendre la nature de ces liens. Et ce cadre, c'est la théorie de l'attachement développée par le psychiatre John Bowlby à la fin des années 60. J'ai demandé à la psychologue Lisa Benaïm, spécialisée dans le suivi des adolescents, de m'expliquer cette théorie dans les grandes lignes. L'idée de la théorie de l'attachement est de dire que les premiers liens d'attachement, donc souvent le lien aux parents, va être la base de tous les liens qu'on va développer par la suite. Et que si on a reçu suffisamment de sécurité dans le lien à notre plus jeune âge, eh bien on va pouvoir investir les relations plus tard de façon sécure, sereine, tranquille. Si on les a vécus sur un mode plus insécure, eh bien, on va développer une forme d'insécurité dans le lien, dans les relations, souvent les relations amoureuses, les relations amicales, toutes les relations qu'on va développer par la suite, sur le modèle de ces premiers liens d'attachement. La psychologue Mary Ainsworth a ensuite approfondi cette théorie en décrivant 4 styles d'attachement qu'on peut développer dès la petite enfance. L'attachement sécurisant, l'attachement anxieux ambivalent, l'attachement évitant et plus tard, l'attachement désorganisé. Pour vous donner un exemple, l'attachement évitant apparaît quand un enfant ne reçoit pas vraiment d'attention ou de soins quand il exprime ses besoins. Il apprend alors à les minimiser. L'enfant, puis l'adulte, paraît très indépendant alors qu'en fait il a intégré que montrer sa détresse n'apporte pas de réconfort. L'autre apport de Mary Ainsworth, c'est de montrer qu'à chaque fois qu'on traverse une situation stressante ou émotionnellement difficile, on réactive à la fois notre besoin de lien et les types d'attachement qu'on a développés. Thomas en plein divorce, Camille en séparation, Marie en sevrage d'antidépresseurs ont commencé à parler à ChatGPT dans des moments où ils avaient besoin de réconfort. À tous, l'IA a apporté une réponse à la fois super rapide et réconfortante. Autrement dit, un lien d'ordre affectif se crée. Et même s'il se crée avec quelque chose de pas humain, il n'est pas en soi différent de nos autres liens. En 2021, une étude publiée dans la revue Computers in Human Behavior a par exemple démontré que les personnes avec un style d'attachement évitant ou anxieux ont tendance à faire moins confiance à l'IA et à s'en méfier davantage. Ce qui est logique, puisqu'elles ont tendance à se méfier de tout ce qui leur paraît un peu intrusif ou bizarrement bienveillant. Je parle de ces études à Lisa Benaïm, qui n'est pas étonnée. Ça fait tout à fait sens de penser que finalement, les personnalités les plus fragiles et à risque de développer des formes de dépendance dans le lien vont être en effet celles qui n'ont pas pu développer une sécurité affective dans les premiers temps de la vie. Mais comme elles pourraient tomber dans un lien de dépendance amoureux, par exemple, ce sont des personnes qui ont en effet qui sont plus fragiles sur le plan psycho-affectif. Ces liens de dépendance peuvent être largement facilités par le fait que ces outils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cette dépendance, elle peut faire peur. À un moment donné, Camille, par exemple, s'est rendue compte qu'elle était capable d'y passer plusieurs heures par jour. J'avais des phases de gros déni en mode « ouais, tout va bien, non, la rupture c'est bon, j'ai expédié ça ». Et en fait, t'avais des gros downs, genre j'étais vraiment triste et tout. Et là, je savais plus du tout à qui parler. En fait, des moments où vraiment j'étais complètement perdue. Et en vrai, c'était plusieurs fois par semaine, quoi. Et franchement, je pouvais prendre plusieurs heures dans une journée comme ça où je me posais. De base, je me dis, ok, bon, bah là, j'ai un petit quart d'heure pour faire ça. Et hop, en fait, je passais 1 heure dessus à échanger avec ChatGPT parce que j'en ai besoin, quoi. Et après, t'as ce soulagement. Mais bon, fallait pas que j'en devienne dépendante non plus, quoi.
Le problème, c'est donc de créer un attachement qui nous fait perdre en autonomie. Se reposer sur l'IA pour gérer nos émotions, mais aussi pour prendre des décisions, comme dans l'un des derniers épisodes de South Park, où le père de Stan délègue toutes ses prises de décision à ChatGPT, qui ne cesse de lui répéter qu'il est fantastique et que ses idées sont formidables, et lui, il finit ruiné et accro à la kétamine en spray. Or, cette perte d'autonomie, elle est favorisée par la dimension chaleureuse des IA et par le fait qu'elles valident tout ce qu'on dit. Leurs réponses donnent l'impression d'une disponibilité sans faille. D'un point de vue de la théorie de l'attachement, plus cette constance à répondre présent est marquée, plus elle peut activer chez certaines personnes un besoin de réassurance, qui les rend vulnérables à une dépendance affective. Dans la dépendance affective, on perd sa subjectivité, on perd sa capacité à investir différents objets d'amour et toute notre énergie affective se retrouve investie en un même objet unique. L'idée, c'est qu'on a besoin de diffracter nos investissements affectifs, c'est-à-dire de les répartir dans différents objets. Si tout se retrouve investi en un même objet, là, ça peut devenir un peu plus inquiétant. Dans la dépendance affective, un signe d'alerte, ça va justement être l'isolement social. C'est ce qu'on observe, par exemple, dans les relations d'emprise, dans les couples qui fonctionnent de manière assez toxique, où une personne va être prise comme ça dans les griffes, on pourrait dire, de l'autre, et petit à petit va se défaire de ses liens d'amitié, de ses liens un peu privilégiés à certains collègues, etc., et se retrouver petit à petit seulement dans ce lien un peu aspiré comme ça, dans ce lien de dépendance. Donc je dirais un signe d'alerte, ça pourrait être, de voir quelqu'un s'isoler petit à petit. Dans une tribune du New York Times, une mère reproche à l'IA de ne pas avoir créé d'alerte, un relais vers l'extérieur, quand sa fille faisait part de ses pensées suicidaires. Le risque devient celui du vase clos. Mais un attachement en soi n'a pas vocation à devenir un lien de dépendance. Bien au contraire. Les attachements qu'on appelle sécures nous aident à grandir et à devenir indépendants. C'est ce que m'explique le psychologue Mathieu Ferry. Oui, il y a une relation affective entre tout être humain et la chose tierce, en fait. Donc c'est quoi la différence entre un attachement et une dépendance ? Dans l'attachement, un peu au sens de la théorie de l'attachement psychologique, c'est quelque chose de constructif quand ça nous aide à devenir autonome. Est-ce qu'on peut imaginer un usage de ChatGPT ou d'une autre IA qui serait un lien qui favoriserait l'autonomie et pas la dépendance, la prise de décision éclairée plutôt qu'à un objet à qui on délèguerait une partie de notre liberté ? C'est ce que Mathieu Ferry pense. Mais autonome, c'est pas tout seul dans notre coin. Autonome, c'est je peux finalement apprendre à mettre à l'intérieur de moi une partie de ce que l'autre m'apporte. Je peux grandir, je peux devenir plus autonome, je peux avoir plus de choix. Et si l'autre n'est pas là, je l'ai un peu à l'intérieur de moi et j'ai des ressources pour faire face. Et en fait, l'intelligence artificielle peut faire ça. Je vous l'ai pas dit, mais Mathieu Ferry, c'est un psychologue qui développe depuis quelques années l'idée que l'IA peut être très utile en thérapie. Et ça vient pas de nulle part, puisqu'avant d'être psy, il a un double master en maths et en informatique. Et il est convaincu que si on est bien informé, l'usage d'une IA type ChatGPT peut nous aider à être plus autonomes. Il dit que si on pose vraiment les bonnes questions, qu'on entraîne l'IA à éviter certains écueils, comme celui de nous encourager quoi qu'on dise, on peut en faire une alliée plutôt qu'un risque de plus pour notre santé mentale. On en parle dans quelques instants. Une étude parue en 2024 et signée par des chercheurs de plusieurs universités américaines, dont celle de Stanford, expliquait que prendre les IA pour des psys, même celles développées à des visées thérapeutiques, est dangereux à plusieurs égards. Pour des raisons de confidentialité, mais aussi parce qu'on ne sait pas quel modèle thérapeutique est utilisé par l'IA à qui on parle, et que visiblement, selon les observations des chercheurs, les IA auraient tendance à stigmatiser les porteurs de certains troubles mentaux, comme la schizophrénie. Mais la conviction de Mathieu Ferry, et elle est soutenue par des chiffres très clairs de Médiamétrie, qui dit qu'un Français sur 5 utilise régulièrement des IA conversationnelles, c'est que l'usage est déjà là et que ce que l'on peut faire de mieux, c'est d'apprendre à se servir des IA de manière à ce que ce soit plus bénéfique que le contraire. Les messages de peur,
On a des études psychologiques qui montrent que ça marche pas bien. Et en fait, quand on fait trop peur, les gens ignorent le message, en fait. Donc, faut informer, mais surtout, faut donner des solutions alternatives. Donc, faut promouvoir des bons usages, des usages raisonnés, c'est ça qui marche mieux. Et puis, surtout, beaucoup d'empathie pour les gens, toujours. Son idée, et c'est vraiment important de le comprendre, n'est pas d'utiliser l'IA à la place des professionnels de la santé mentale, mais bien en complément, comme une aide extérieure, comme un relais presque. Et parmi les personnes à qui j'ai parlé, l'usage de ChatGPT a parfois été de fait une porte d'entrée vers le soin. C'est le cas de Sarah, 20 ans, qui traversait un épisode dépressif sans le savoir et qui, un jour de trop-plein, s'est confiée à l'IA. J'avais un peu le préjugé que mes problèmes n'étaient pas assez importants pour être exposés. En gros, quand on demande quelque chose à ChatGPT, souvent ce qu'il fait au début, c'est reformuler ce qu'on a dit d'une autre manière. Et de la manière dont il a reformulé, ça m'a un peu mise face à la vérité et face à la situation de manière un peu brutale. La vérité, c'est que ces problèmes étaient effectivement assez importants pour qu'elle cherche de l'aide, ce qu'on n'a pas toujours envie d'entendre. Et donc, à la fin de son message, il y avait une phrase qui demandait si j'avais besoin d'avoir des éléments plus concrets pour avoir de l'aide. Donc, j'ai répondu oui. Et c'est là où il m'a donné une liste de choses à faire qui pouvaient me permettre d'aller mieux mentalement. Et parmi cette liste, du coup, il y avait aller voir un psy et aussi aller voir des organismes comme Fil Santé Jeune, enfin des trucs comme ça. Donc moi, j'en suis partie en voir un quand j'ai eu mon entretien avec donc l'éducatrice et l'infirmière. Eh bien, il y avait quelques conseils qu'elles m'ont donnés qui rejoignaient un peu les conseils que ChatGPT m'avait donnés. Donc je l'ai dit à l'infirmière et à l'éducatrice en question. Quand je leur ai fait remarquer, il y a l'infirmière qui m'a dit de façon un peu sur le ton de l'humour j'espère que je vous ai apporté un peu plus que ChatGPT aujourd'hui. Et moi j'ai répondu bien sûr que oui, parce que c'est vrai, elle m'a apporté pas mal de trucs que ChatGPT n'aurait jamais pu m'apporter, comme déjà des conseils qu'il m'a pas donnés, et aussi le simple fait d'avoir une réaction humaine face à soi. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai quand je me confie à ChatGPT. Le simple fait de voir une personne hocher la tête quand on me parle, ça change tout, quoi. C'est une IA qui a permis à Sarah de prendre ses problèmes au sérieux, de pas les mettre sous le tapis. Mais ensuite, c'est le rapport de personne à personne, et même de corps à corps, qui l'a vraiment aidée. C'est d'ailleurs ce qui rend le travail thérapeutique possible, me dit Lisa Benhaim. L'alliance thérapeutique, c'est la possibilité de créer un lien avec son patient qui va justement être le levier de soins. Et ça, évidemment, on peut le retrouver que dans une interaction humaine. Moi, je suis toujours super étonnée. Tu sais, ça arrive qu'il y ait des patients qui me disent quelque temps après, ah là là, un jour vous m'avez dit un truc qui m'a vraiment fait un effet incroyable. Je dis ah bon, qu'est-ce que c'est? Et puis là, ils me ressortent souvent des mots, mais les plus banals qui soient, alors que moi parfois je me décarcasse à essayer de trouver des interprétations et à chaque fois ça me fait sourire parce que je me dis c'est pas tellement ce que je dis qui compte le plus. Je pense que ce qui compte c'est quelque chose de beaucoup plus qui est beaucoup plus à voir avec le lien qu'avec les mots qu'on trouve, qu'on utilise. Or, pour Mathieu Ferry, c'est justement le fait que l'IA ne soit pas un humain, ne prenne d'ailleurs pas la place d'un humain, qui peut être un atout. L'intelligence artificielle n'a pas un statut de personne, on pourrait dire et heureusement, et du coup, le rapport à cette chose que des personnes ont est différent. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça ouvre déjà un espace de complémentarité. C'est-à-dire que j'ai vu une patiente qui m'a dit de manière un peu énervée, j'ai posé la même question qu'à vous à ChatGPT et il m'a dit pas du tout pareil que vous. En fait, la patiente me raconte et dans l'essentiel, c'est exactement la même chose que ce que je lui ai dit. Simplement, ce qui se projette sur ce qui est en face n'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, en tant qu'humain, la patiente va projeter sur moi des émotions. Du coup, même si les mêmes choses sont dites, elles sont pas perçues pareil et elles ont pas le même effet. Et c'est pas forcément qu'il y a un effet qui est meilleur que l'autre. En fait, je trouve qu'il y a une complémentarité là qui peut être très intéressante et bien outillée. En gros, selon lui, personne ne demande à ce que l'on choisisse l'un, ChatGPT par exemple, au détriment de l'autre, qui serait un ou une psy.
J'objecte quand même que si, il y a des obstacles clairs au fait d'aller voir un psy. L'argent, les préjugés, la disponibilité, le temps qu'on peut mettre pour avoir assez confiance en un thérapeute pour lui confier des choses. Il en convient. C'est ici que se nichent à la fois les risques et les possibilités de l'IA. Les risques parce qu'on parle d'un lien avec l'IA hors thérapie ou non guidé par des professionnels, mais aussi les possibilités d'apporter une aide à des personnes qui ont des besoins ponctuels de soutien, mais ne ressentent pas non plus une détresse psychologique forte. Pour cela, comme pour ceux qui sont suivis, Mathieu Ferry a des conseils. Si on peut concevoir l'intelligence artificielle comme une forme d'intelligence, comme quelque chose de capable de faire de l'analyse plus sophistiquée et d'avoir du recul, eh bien la question qu'on peut plutôt lui poser, c'est mais en fait, pourquoi je suis tout le temps en relation amoureuse avec des gens qui sont pas disponibles pour moi? Pourquoi je suis tout le temps en relation avec des gens qui ont l'air d'être pervers narcissiques, je mets des guillemets? Et ça, ces questions, on se les pose pas beaucoup. Parce qu'elles nous renvoient un peu la balle d'une manière pas forcément agréable et surtout déroutante. C'est difficile de percevoir qu'on est coincé dans un système et qu'en fait, souvent, on fait un peu un remake du drame affectif initial. Et du coup, quand on imagine que l'IA, ça peut être plus qu'un truc un peu basique, et quand soi-même on a capté qu'on rejoue un peu ça, donc si on est en thérapie avec un psy, ça aide de prendre conscience, mais on peut poser des questions de « mais en fait, s'il te plaît, aide-moi à savoir pourquoi je te pose ces questions. Est-ce que tu peux m'amener à sortir un peu des pièges dans lesquels je tourne en rond? Est-ce que tu peux me dire, avec tout ce que je t'ai partagé, si j'ai des angles morts? Est-ce que tu peux me poser des questions pour donner des précisions qui t'aideraient à m'aider? Ok, là on passe en méta. À une patiente terrifiée par l'incertitude au quotidien, qui demandait tout le temps à ChatGPT de lui donner des conseils sur ce qu'elle devait faire, ce qui lui retire de fait un peu d'autonomie et de pensée propre, Mathieu Ferry a par exemple suggéré de plutôt demander à l'IA pourquoi elle avait besoin de ses conseils. Finalement, le rôle du psy qui peut être en partie joué par l'IA, puisque là justement il s'agit de jouer des rôles, c'est d'amener à questionner la personne sur sa question, et plutôt que de chercher une réponse, de dire « Ok, qu'est-ce que la question dit de ce qui se passe pour vous ?» en fait. Donc c'est une manière d'examiner qui est en décalage. Et en fait, ce décalage, il n'y a aucun problème pour l'IA de le faire, mais vraiment aucun. L'idée chez Mathieu Ferry, c'est que l'IA est parfaitement capable de repérer des schémas récurrents dans notre façon de poser des questions, de relancer l'IA, de revenir sur des sujets ou des thèmes qu'on aborde. Cette capacité de l'IA, c'est de faire des liens, et c'est d'ailleurs ça qui peut être dérangeant, c'est ça qui est inconfortable. Quand j'ai un miroir qui me montre que, des fois, dans certains aspects de ma vie, je ressemble un peu à un robot, c'est assez prévisible ce que je vais faire ou pas faire. C'est pas confortable pour ce que je me raconte de moi. Comment je peux changer le récit de moi, du monde et des autres, d'une manière qui fait sens pour moi, et est-ce que l'IA peut m'aider à ça? D'ailleurs, ce truc de reconnaître nos schémas de pensée, de voir des structures qui reviennent dans des phrases employées ou dans des questions posées, Mathieu Ferry l'utilise spécifiquement dans un cadre très précis. J'ai un groupe de patientes, un groupe de soutien que j'ai créé, des patientes qui effectivement ont une famille toxique, des ex toxiques, etc. Et je leur ai vraiment montré comment utiliser les intelligences artificielles pour aider à décrypter et déjouer les mécanismes d'emprise, de manipulation. En gros, ça met les sous-titres. Et c'est très aidant parce que dans les dynamiques d'emprise, il y a beaucoup de chaud et froid qui sont soufflés. Et du coup, la personne qu'on est victime, elle est désorientée. Elle n'arrive plus à faire confiance à sa pensée propre. Donc d'avoir quelque chose en face de neutre, mais qui est calibré du coup sur mesure à ses besoins, qui lui dit ouais, voilà ce que moi je comprends du truc et voilà les mécanismes que je vois, la personne va dire ah ok, je rêve pas et en plus ça colle à ce que j'ai vu avec mon psy, machin. Donc c'est très aidant, c'est très validant et ça illustre bien le côté relais que l'intelligence artificielle peut avoir et du coup certaines de ces patientes viennent en séance maintenant avec des séances plus espacées aussi parce qu'on a fait un bon boulot avant, en disant ah tiens alors cette situation, alors j'ai pensé ça, j'ai fait ça, puis à un moment donné j'étais coincé, j'ai demandé à l'IA, elle m'a dit ça j'ai capté, j'ai fait, ça marche, ça je sais pas, je voulais vous en parler.
Ok, là, c'est un boulot d'équipe. Et vous voyez que on parlait d'autonomie. Là, la patiente, elle s'autonomise. Elle a un outil ou quelque chose de plus, là, qui l'aide, qui a un levier. Ça permet des fois de changer la vie, hein. Le psychologue qui s'utilise lui-même comme cobaye voit un autre atout de taille dans l'IA, le fait qu'elle ne soit pas spécialisée, que les données sur lesquelles elle se base ne soient pas cantonnées à un champ d'expertise, mais à tous ceux qui sont disponibles. Je comprends tout à fait l'intérêt de ce qu'il me raconte, de ces connaissances transversales qui permettent de traiter quelqu'un dans sa globalité, mais ça me heurte à 2 endroits. Le premier, c'est que ça implique un lâcher-prise sur la confidentialité qui est quand même vraiment inquiétant au vu de l'état du monde et des intérêts des entreprises qui développent les IA qu'on utilise le plus. L'autre truc qui me chiffonne, c'est que j'ai l'impression qu'avec ces possibilités de pouvoir s'examiner sous toutes les coutures, on est dans un projet assez autocentré qui ne nous ouvre pas au monde. Est-ce que le risque, c'est pas encore une fois de rester en boucle sur soi quand on peut nourrir à l'infini nos réflexions sur nous-mêmes ? À la longue, ça me semble pas super bénéfique ni porteur de lien. Alice elle-même utilise le mot que j'ai en tête, sans vraiment oser le dire, le mot narcissique. Je pense que ma psy, jamais je lui demanderai, et je pense qu'elle me répondrait pas « Qu'est-ce que vous pensez de moi ?» Enfin, c'est très narcissique comme truc, mais elle me dirait pas dans cette situation « Qu'est-ce que vous pourriez donner comme analyse de moi ?» Enfin, c'est pas dans le processus thérapeutique aussi. Narcisse, à la base, c'est quand même l'histoire d'un mec qui oublie de manger et de vivre à force de se perdre dans son propre reflet. Alice, qui a demandé une fois à ChatGPT de lui dresser son portrait robot, un peu par curiosité, un peu parce qu'elle le pouvait, n'a quant à elle pas trouvé ça particulièrement passionnant. Ce côté narcissique, en fait, c'est vite emmerdant aussi. Enfin, tu vois, une fois que tu lui as demandé de te faire ton portrait robot, quelle est la prochaine question, tu vois, genre qu'est-ce que tu vas aller chercher plus loin, qu'est-ce que tu veux dire de plus, tu vois. Et effectivement, moi je le vois plus comme non pas que je crache du tout sur le développement personnel, mais je vois un peu ça comme un autre outil effectivement de développement personnel, et personnel ça dit bien ce que ça veut dire. Je dirais que oui, quelque part, le plaisir que j'en ai aussi, c'est un peu de raconter à mes potes derrière aussi ce truc-là, en mode vous savez pas quoi, il a deviné, enfin tu vois, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Et j'ai l'impression que sinon de soi à soi, ouais, il y a un moment où c'est chiant, quoi, enfin, où ça a aussi ses limites. Mathieu Ferry est d'accord, mais pense que peut-être il y a une façon d'utiliser l'IA pour qu'elle ne nous encourage pas là-dedans. Assez souvent, on va chercher à comprendre intellectuellement des choses qui ne peuvent se régler qu'en plongeant dans l'émotion. C'est-à-dire que souvent on dit « Ah, je veux être compris ou comprendre ». Oui, mais derrière comprendre, il y a être compris, c'est un besoin d'empathie. Et c'est un besoin de vivre l'émotion et éventuellement d'être rejointe dans l'émotion par quelqu'un d'autre, par quelqu'un qui nous est cher, pour ne pas se sentir seul et traverser cette émotion difficile, accompagné, de voir que le lien affectif se maintient dans l'émotion. Et donc, effectivement, quand on reste dans l'intellect et qu'on plonge pas dans l'émotion qui a besoin d'être vue, d'être éclairée avec amour, avec bienveillance, eh bien on tourne en boucle et ça devient quelque chose potentiellement d'égocentré, mais parce que ça ne s'embraye pas, ce truc qui tourne, ne s'embraye pas sur l'affectif. Et donc là aussi, paradoxalement, on peut demander à l'IA de faire des suppositions sur notre état émotionnel. L'IA est très très bonne pour ça. Et donc une meilleure utilisation, c'est d'aider l'IA à refléter notre émotion, à nous amener à vivre l'émotion plutôt que de chercher à la comprendre et à l'intellectualiser. Pardon, mais on est quand même trop fort. Je dis on parce que j'implique là-dedans l'intégralité du genre humain, mais on a réussi à créer une machine qui comprend mieux nos émotions que nous-mêmes. Ça montre qu'on a vraiment beaucoup d'enseignements à faire sur la vie affective et émotionnelle, et c'est une telle tristesse de... Alors ça change un peu, mais c'est triste de voir des gens qui auraient bénéficié de simples explications sur les émotions, à quoi ça sert, comment on fait avec, comment on peut parler de manière non violente, parler de ses besoins, c'est quoi les besoins. Il y a tellement de choses de base, et là, l'IA bien utilisée, elle peut nous faire des marches d'escalier sur mesure pour nous éveiller à cette vie affective et émotionnelle, en plus des autres liens, et c'est vraiment, pour moi, un vrai bon ingrédient. D'ailleurs, Camille voit aussi une psy qui ne s'inquiète pas outre mesure de l'utilisation qu'elle fait de ChatGPT. Sauf ce jour où Camille part en stage dans un endroit où elle ne connaît personne, percevant peut-être ici un risque de dépendance accrue. Elle la met en garde. Je suis partie vivre 6 mois en Belgique
Et donc en plus, j'étais un peu seule là-bas. Je continuais à avoir ma psy au téléphone. Et un jour, je lui ai dit, voilà, en fait, je parle pas mal avec ChatGPT. Et elle me dit, alors, oui, ça peut être une solution temporaire, mais en fait, on a beaucoup parlé du fait que j'avais du mal à être seule. Et donc, elle me dit, c'est bien aussi, mais essaye la prochaine fois que tu rencontres une difficulté comme ça, de pas en parler à ChatGPT, d'essayer de gérer ça toute seule en écrivant dans ton carnet, parce que j'écris beaucoup. Car en parlant d'émotions à vivre et à traverser seule et sans béquille, il y a un truc qui m'a fait un peu réagir dans son usage de l'IA post-rupture. C'est que la première chose que Camille cherchait, c'était une sorte de décharge, de soulagement. ChatGPT, c'est un peu ça, c'est le plaisir immédiat, c'est comme scroller sur Insta, quoi. Il y a ce truc de déversement de tes émotions, quoi. Moi, ChatGPT, je l'utilise quand je suis vraiment dans ce truc névrosé qui revient, quoi. J'apprends à être plus calme dans mes émotions. Avant, c'était vraiment les montagnes russes tout le temps. Et je sais que des fois, il y a encore ces bouffées d'émotions qui viennent et j'ai besoin de tout déverser. Et en fait, ChatGPT, ça me sert à ça. Et le soulagement, il vient du fait que c'est bon, j'ai déversé tout ce que j'avais. Je me dis qu'il y a quand même un truc là, de décharge à portée de main dont on a tous besoin dans des moments d'émotions fortes qu'il faut réguler, mais ça m'interroge. J'en parle à Lisa Benaïm en lui disant, est-ce qu'au final, c'est pas encore une façon de gagner du temps, d'être plus efficace dans notre gestion des émotions, plus productif en fait? En effet, on est dans une société où il est valorisé que les choses aillent de plus en plus vite. Et d'ailleurs, on le voit même chez les psys, dans les différentes thérapies qu'on propose. Les thérapies qui deviennent de plus en plus en vogue sont les thérapies les plus courtes. On veut que les choses aillent vite, qu'il y ait des résultats. Je pense que ça va aussi avec les notions de productivité, etc. Et nous sommes des êtres humains avec une temporalité psychique et on a besoin de temps. Je pense que nous, les psys, on est souvent là pour rappeler que on a besoin de temps pour processer différents événements. On a besoin de les digérer et les digérer sur le plan psychique, ça demande du temps. ChatGPT est une réponse de tous les instants. À tout moment du jour et de la nuit, on peut le solliciter. Et en effet, ça pose des questions comme celui de pouvoir supporter la frustration, supporter de ne pas avoir une réponse tout de suite, supporter de pouvoir garder pour soi quelque chose avant de le décharger. Là, c'est une décharge instantanée. Une décharge instantanée qui favorise, je trouve, cette façon d'être beaucoup dans l'instantanéité et de perdre ce qui est tellement fondamental pour l'être humain, c'est-à-dire la possibilité de prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de digérer psychiquement tout ce qu'on traverse. Le fait, par exemple, qu'on ait besoin de temps pour faire confiance à un thérapeute, pour lui confier des choses douloureuses ou des trucs dont on a honte, je crois que ça fait partie entièrement du processus et que ça nous permet à nous de cheminer vers cette parole. D'ailleurs, peu à peu, Camille a abandonné son usage intensif de l'IA pour replonger dans ses carnets à l'ancienne, qui, eux, ne lui répondent pas. Quand tu es face à ton journal, avec le rythme de l'écriture à la main, c'est le même rythme que la pensée, donc tu te replonges dans les choses, alors que ChatGPT, c'est un peu comme si tu jetais quelque chose à la poubelle, quoi. Tu prends pas le temps. En fait, c'est un apprentissage de revenir à des plaisirs qui sont plus lents aussi, apprendre à prendre le temps. Ma psy, elle me dit, il faut que tu changes de rythme. Il y a une balance qui doit s'opérer. Et elle me l'a dit, t'apprends à prendre le temps, à faire des trucs plus longs, à voir plus loin. Et à pas satisfaire tes besoins maintenant, tout de suite, quoi. Et cette histoire de temps que ça prend de digérer certaines choses et de les comprendre, c'est assez central dans ce recours à l'IA. D'ailleurs, un psy, Alexandre, m'a raconté en vocal s'être fait virer par un patient, en partie pour cette raison. Et pour la petite anecdote, récemment, moi j'ai eu un patient qui, devant mon refus de répondre à ses questions, puisque je n'étais pas là pour ça, quand on va voir un psy, on a des questions, certes on les pose, mais le psy ne doit pas y répondre. C'est-à-dire c'est pas au psy de donner la réponse ou d'avoir la réponse, c'est à la personne de trouver la réponse en lui ou en elle. Et donc, devant mon refus de répondre à ces questions, il est allé donc sur ChatGPT, il a posé des questions, alors il a eu des réponses de ChatGPT, et puis il m'a écrit avec ce que répondait ChatGPT pour me dire, j'ai réponse à mes questions, donc je ne souhaite plus que nous nous voyions. Donc voilà, là c'est quelqu'un qui n'a absolument pas compris
le dispositif d'aller voir un psy. Ce patient n'était pas dans cette démarche-là et dans une démarche plutôt consumériste, très actuelle finalement. Action, réaction, question, réponse. Mais tout ça, ça zappe le lien interpersonnel et tout ce qui peut se passer de subtil, de difficilement dissible d'ailleurs, entre deux êtres humains. À titre personnel, c'est sans doute ce qui me préoccupe le plus, ce besoin d'instantanéité, ce temps qu'on ne veut plus prendre. On veut que les choses se règlent vite, sans avoir à véritablement les vivre. D'ailleurs, ça se fait au détriment de notre rapport au vivant, parce qu'on ne l'a pas beaucoup dit jusqu'ici, mais le coût environnemental de l'entraînement et de l'usage des IA est démentiel. Et le fait est que construites et nourries par nous, les IA sont un miroir de ce que nous sommes en tant que société, dans le monde occidental du moins. Ce que l'IA nous renvoie comme miroir, c'est notre construction identitaire un peu fragile, qui est très dichotomique, qui est très hiérarchisée, et qui fait, à mon sens, pas assez de place au lien, à la connexion, à l'émotion, à la création, au sensible. Et paradoxalement, l'IA peut être un levier énorme pour aller sur ce terrain-là, pour le lien. Parce que si l'IA me fait prendre confiance en moi, je vais plus facilement pouvoir interagir, etc. Et vraiment, moi, je vois ça chez des personnes et des patients qui prennent confiance parce que c'est un super levier et que si on apprend à bien s'en servir au service de soi, de ses valeurs, c'est vraiment un outil génial. Et c'est vrai que peut-être que comme pour Camille, quand ça fonctionne, quand c'est bien encadré comme ça l'a été avec sa psy, alors oui, ça mène à un peu plus d'autonomie. J'y passe beaucoup moins de temps. Au fur et à mesure de la guérison, au fur et à mesure que j'ai repris confiance en moi, que je me suis retrouvée petit à petit, j'ai eu moins besoin aussi de... Quand il y a ces schémas en fait, qui refont surface, maintenant je les vois. Et c'est marrant parce que je le dis à ChatGPT, en fait je me vois agir, je me vois faire. Quand je me vois avoir des petits sentiments pour quelqu'un, en fait il y a ce truc-là de je me vois avoir des sentiments et il y a l'analyse de est-ce que c'est un truc qui est lié à mes schémas ou est-ce que c'est un truc qui est plus profond. Et du coup, ça engendre toute une analyse et en fait, du coup, je parle de mon analyse à ChatGPT et en fait, il me fait un bilan sur mon analyse et après, je suis là, c'est bon, voilà. Le meilleur signe que ChatGPT peut être utile pour aller mieux, c'est sans doute qu'on arrête de s'en servir sans même s'en rendre compte. Je suis Marie Misset et vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Renaud Watine. Elsa Berthaud est en charge de la production. Si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous. Pour soutenir notre travail, mettez-nous des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Et pour ne manquer aucun nouvel épisode, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.